commun. Bonjour Monsieur Le Rebourg, Jean Legrand, premier vice-président de la FED. Je vous souhaite la bienvenue déjà. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui, alors, je crois que vous ne me voyez pas, non, mais au moins l'essentiel c'est que vous m'entendiez, c'est déjà ça, et que vous puissiez vous adresser à nos spectateurs. Alors vous, on vous voit bien, hein, rassurez-vous. Alors je vais donc passer la parole à Monsieur Le Rebourg, directeur de Généatique, qui va nous parler de l'avenir selon son point de vue. L'avenir de la généalogie selon Généatique. À vous, Monsieur Le Rebourg. Très bien, merci de la présentation. Donc c'est bon pour moi, vous m'entendez comme ça quand je vous parle ici, ça va? Oui, c'est bon, on vous voit bien. Ok, super, c'est un peu frustrant de ne pas vous voir du tout à la nature. Oui, on essaye de vous montrer le public. Ça va venir. Ça marche. Du coup, pour l'instant, je suis un petit peu face à l'océan. Bonjour à tous. Donc, j'imagine que quelques-uns d'entre vous nous connaissent effectivement pour notre expérience sur la généalogie. Quelque temps qu'on est effectivement dans le domaine de la généalogie avec Généatique. On a nous-mêmes au départ fait une propre recherche de généalogie en famille, et puis depuis maintenant plus de 30 ans, on sillonne les associations de généalogie pour partager un peu notre expérience de la généalogie et de l'informatique. D'ailleurs, j'étais à Cannes il y a quelques semaines pour un autre festival autour de la cyber-économie, autour du numérique et des seniors pour les aider à se connecter au mieux. Mais au sein de notre sujet aujourd'hui, la généalogie, même si la connexion, c'est toujours pour moi la généalogie, la famille, la communication, les échanges. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la généalogie ne doit pas se transformer en utilisation d'outils numériques et puis connectés derrière un écran. Alors, c'est pas un bon exemple aujourd'hui, je ne sais pas avec vous en présentiel, mais en tout cas, je crois que la généalogie, ça doit toujours rester effectivement dans l'esprit la vision de la convivialité, des réunions de famille, des échanges entre les personnes. Et la généalogie, c'est finalement mieux connaître, découvrir comment nos aïeux pouvaient vivre, participer à la vie, et aussi s'occuper des descendants, et donc les jeunes générations, et que tout ça soit bien connecté. Je crois que c'est ça, avant tout ça, effectivement, c'est bien ça la généalogie. Bon, moi, je voulais beaucoup insister sur, évidemment, les associations. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, enfin, vous le savez, en tant que responsable, les associations de généalogie sont souvent à la peine pour réussir à réunir les généalogistes locaux. Je crois donc qu'il doit absolument se transformer pour continuer à garder cette convivialité de ces rassemblements d'associations en présentiel le plus possible, même si on a connu des temps un peu plus compliqués où il fallait, pour le coup, tenter de continuer à garder contact plutôt en visio, comme on le fait aujourd'hui. En tout cas, l'important pour nous est d'arriver à voir comment on continue à vous accompagner, associations sur le terrain, petites associations, grandes associations, qui multipliaient les rendez-vous pour accompagner les généalogistes, les amateurs généalogistes, pour démarrer leur recherche, pour poursuivre leur recherche, pour approfondir leur recherche. C'est très vaste. Et nous, on vient en soutien avec des outils, mais ces outils, ils sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués, et donc même si on garde l'idée de réaliser des interfaces les plus simples possibles avec des outils conviviales, évidemment, on peut aller assez loin dans la personnalisation, dans la saisie d'informations. On va voir ça un petit peu ensemble avec le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui en avant-première. Je vais vous montrer aujourd'hui Généatique 2023, qui n'est pas encore disponible, mais on est en phase finale pour sortir cette nouvelle édition. Je pense que vous aurez la primeur des images aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore présenté ça au public. En tout cas, voilà, c'est l'idée d'avoir des outils, et donc ces outils assez sophistiqués malgré tout. Je crois que l'association et les utilisateurs des logiciels sont là aussi pour accompagner ces généalogistes amateurs pour mieux utiliser les outils. Donc je pense que l'association, on a bien aussi cette problématique ça intéresse le public d'être accompagné, d'être aidé, autant sur conduire ses recherches de généalogie que de construire son arbre avec les outils qui
sont adaptés. Alors les outils adaptés, c'est organiser la gestion, c'est partager ensuite évidemment les documents que vous allez être amenés à réaliser. Parce que l'objectif, je crois, c'est pas non plus seulement de collectionner ou d'archiver toutes ces fiches de personnes. Je crois qu'on a envie aussi de pouvoir finalement faire en sorte que cette généalogie, on la partage avec ses proches, on fasse découvrir la famille et ses ancêtres auprès de ses proches. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse partager au mieux et connaître bien les choses. Alors je ne sais pas si ces réflexions-là que j'avais avec vous ensemble, enfin, vous avez des questions, enfin, vous avez des choses pour interagir un peu avec vous maintenant, ou est-ce que j'enchaîne tout de suite à vous montrer aussi du coup les innovations qu'on apporte dans les nouveaux logiciels? Ce que je vous propose, c'est que vous montriez vos innovations, et je pense qu'il y aura des questions derrière, ça ne va pas manquer. Très bien. Alors, c'est assez sourd comme bruit, comme son, mais j'ai cru comprendre que j'enchaîne, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, oui, vous l'avez compris. Super. Du coup, je vais basculer maintenant vers mon écran avec le logiciel. Alors, je ne sais pas si votre projection est suffisamment de qualité, de grande. Vous voyez quelque chose sur mon écran? On est sur grand écran. Ok, vous arrivez à lire? Non, pas Un peu petit. C'est un peu petit. Bon, j'en suis désolé. Alors, écoutez, je vais ici choisir une généalogie, ma généalogie personnelle. On va avoir l'écran tout de suite qui va démarrer. La projection, je vois que c'est un peu plus long. Du coup, voilà, donc ça, c'est évidemment les outils que vous connaissez sans doute pour certains avec Généatique. Donc c'est ici l'écran qui est utilisé pour travailler son arbre généalogique. Vous avez l'arbre généalogique dans la partie du coup centrale de mon écran ici, avec ici mon grand-père Jean-Alphonse Le Rebourg avec sa photo, et ma grand-mère ici Denise en dessous, avec les enfants et les conjoints, et ainsi de suite, génération par génération. Et puis au-dessus, on a les 2 parents, les 4 grands-parents et les 8 arrière-grands-parents. Il n'y en a pas 8, il y en a que 6 parce que les parents sont inconnus ici pour garder les outils. Voilà un petit peu le schéma de logiciel Généatique. Et puis dans la partie basse, on a ici l'écran de saisie. Donc quand je clique sur une case de personne, la case que je clique, la case est sélectionnée, donc elle change de couleur. Et pour la case sélectionnée, dans la partie basse, on a comme ça du coup tout le détail de la fiche de personne avec différents onglets pour pouvoir accéder aux photos, accéder à la note, accéder aux enfants, accéder, si je prends l'onglet enfant comme ici, on a la saisie directement des enfants dans la partie basse, avec le nom, le prénom, et on peut ajouter autant d'enfants que l'on veut en liste ici. On a accès aux frères et sœurs de petite Denise, on a accès à ses conjoints, le ou les conjoints, etc. Donc tout ça sous forme d'onglets pour faciliter l'écran de la saisie des données personnelles associées à une fiche de personne. Et ce qu'on a voulu vraiment conserver comme chose dans Généatique, c'est toujours d'avoir au centre de l'écran, d'avoir toujours l'arbre généalogique. Parce que, vous savez comme moi, on a beaucoup d'homonymes, on a beaucoup d'aïeux, Pierre, fils de Pierre, fils de Pierre, et parfois c'est important pour se repérer d'avoir bien le nom des conjoints, le nom des frères et sœurs, éventuellement le nom des enfants. Et donc l'arbre généalogique est vraiment un point de repère. Donc, voilà, ce point de repère est toujours ici à l'écran et dans la partie basse. On permet comme ça de se débrouiller pour modifier les fiches. Alors, dans l'actualité, Monsieur Le Rebourg, est-ce que vous avez la possibilité d'agrandir l'arbre généalogique parce qu'on ne le voit pas très bien? alors, je peux essayer Si c'est possible. l'écran peut-être. Ah non, là c'est pas non, c'est pire. Hein. Oui, ça j'ai bien vu, c'est pire. Oui, je suis déjà au maximum de la taille d'écran en fait, de projection. Je peux grossir un peu ici, mais ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Pour l'instant, on va faire comme ça, on laisse continuer. Ouais, bah écoutez, on vous racontera l'histoire en vidéo, avec le film Loliplet. Bon, tout ce que je vous montre là n'est pas non plus incroyable, enfin, c'est déjà des choses qu'on maîtrise, qui sont un peu connues. Alors, au niveau de Généatique, je vous disais effectivement que le point important, c'est son travail de généalogie que l'on est amené
à régulièrement réaliser. Et donc, on travaille sur sa généalogie, on est amené à modifier des fiches, on est amené à faire de nouvelles recherches. Et cette année, en 2023, on a essayé de se pencher davantage sur les problématiques des sauvegardes, puisqu'on a souvent, beaucoup de retours dans ce domaine qui est parfois la problématique de mon ordinateur a eu un problème, et potentiellement mes données, j'ai pas forcément fait les sauvegardes comme il fallait, et j'ai peut-être perdu une partie de mes données généalogiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent connaissance. Donc on a essayé de trouver des solutions pour inciter ces utilisateurs à bien prendre conscience que les données de généalogie, il faut s'en occuper pour les archiver, pour les stocker, pour les sécuriser. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées cette année en 2023. Alors, on a cette icône pour faire des sauvegardes. Si je veux sauvegarder ma généalogie, eh bien, on a développé une interface. Ça va comme ça? Oui, oui. Je vous laisse intervenir s'il y a besoin, du coup. Donc là, je suis sur l'écran de sauvegarde, du coup, pour ma généalogie. Bon, de toute façon, je vous raconte l'esprit de ce qu'on a pu faire. Après, si vous ne voyez pas bien l'écran, vous aurez l'occasion directement sur le site généatique.com d'aller approfondir ce que je vous montre là. En tout cas, là, ce que je vous présente ici, donc, c'est effectivement un nouvel écran qui permet vraiment de sensibiliser l'utilisateur à la sauvegarde et à lui simplifier son usage pour lui permettre de savoir où il en est. Les sauvegardes, vous savez tous qu'il faut en faire régulièrement, qu'il faut en faire sur plusieurs supports. Vous savez, les données numériques, quelque chose les données numériques, c'est quelque chose d'important et pas seulement pour la généalogie. Ces données, il faut en prendre soin, il faut savoir les sauvegarder. Alors c'est ce qu'on fait ici avec, on présente une liste de généalogies qui sont peut-être sur mon ordinateur, puisque je peux gérer en fait plusieurs généalogies, évidemment sur mon ordinateur. Je vous entends parler au fond, je ne sais pas si ça gêne les auditeurs, ça va comme ça? Okay. Donc du coup, voilà, on a ici la liste des généalogies qui sont présentées, et l'idée c'est de pouvoir peut-être, si on a plusieurs généalogies que vous êtes amené à modifier régulièrement, bien Généatique va vous rappeler régulièrement que ça fait déjà plus que X jours que vous avez travaillé sur votre généalogie et que vous n'avez pas réalisé des sauvegardes. En fait, vous faire penser que vos sauvegardes n'ont pas été faites depuis un moment et que vous devriez les faire aujourd'hui ou rapidement, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'elles n'ont pas été faites. Donc c'est une interface qui permet de faire tout ça. Et donc là, ici, on a une liste des généalogies qui peut-être déjà sont déjà des généalogies que vous manipulez régulièrement. Et on a un onglet du choix des emplacements où vous avez là la mémoire des différents emplacements pour vos sauvegardes. C'est-à-dire qu'on va vous suggérer de faire une sauvegarde en local sur votre ordinateur, on va vous suggérer de faire une sauvegarde sur un disque externe, peut-être qu'on a branché un disque pour faire sa sauvegarde. On a aussi la possibilité de pouvoir pousser en même temps sa généalogie sur ce qu'on appelle ici le cloud. Vous savez, les disques en ligne, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. Donc tout ça est là aussi facile d'accès pour pouvoir avoir des choix. Et quand on a un clic, lancer la sauvegarde, on n'est pas à chaque fois qu'on a une sauvegarde à faire, on n'est pas à chaque fois à reconfigurer un petit peu les endroits où on fait la sauvegarde. Ici, en un clic, ça va pousser automatiquement ma généalogie cryptée sur le serveur Protectis, ça va pousser la généalogie locale dans mon outil de sauvegarde sur mon disque dur, ça va aussi mettre en place dans mon disque externe ma généalogie sauvegardée. Tout ça faire que ce soit facile et qu'on fasse des choses plus souvent, plus simplement. Et enfin, dans la partie historique des sauvegardes, et bien là, finalement, on vous remet la liste des sauvegardes que vous avez réalisées. Vous voyez, souvent, les sauvegardes, vous ne savez plus forcément si vous l'avez faites, pas faites, et puis quelle généalogie vous avez sauvegardée, et quand. Eh bien, tout ça, c'est bien récapitulé ici. Ça a été fait sur le Google Drive, ça a été fait sur un disque local. Il y a eu un problème quand je l'ai fait le 9 septembre, etc. C'est bien passé quand je l'ai fait les jours suivants, et ainsi de suite.
Donc tout ça est un récapitulatif d'informations qui se retrouve à votre écran pour savoir où vous en êtes, vous voyez, sur votre travail. On est un peu loin de la généalogie, mais c'est très important évidemment de s'occuper de ces données en généalogie comme du reste. Alors, je termine cet écran ici, je reviens à mon arbre généalogique. Je vais vous parler un peu plus de généalogie maintenant au niveau du fonctionnement et des nouvelles fonctionnalités en généalogie précisément. À moins que ça n'apporte déjà des questions, ce que je vous ai raconté là. Je continue. Du coup, ici vous avez également, dans la partie des documents dans Généatique, une nouvelle notion qui sont maintenant les projets. Alors, on se rend compte quand on organise sa généalogie sur ordinateur, eh bien, sa généalogie, comme je vous disais, l'objectif, c'est les recherches, mais c'est surtout après comment on restitue l'information, comment on partage ces données de généalogie. Et donc, dans cette optique, évidemment, on est amené à, vous voyez peut-être à gauche ici, ces différents boutons, liste ascendance, liste descendance, les fiches, les livrets, les notices, les monographies. Eh bien, ce sont en fait des documents que l'on va pouvoir, que l'on produit, bien sûr, avec notre logiciel Généatique ici, des documents qui vont vous permettre de partager son arbre généalogique. Et ces documents, aujourd'hui, dans Généatique, on a pléthore, dans la partie paramétrage, disponible de modèles de présentation. On a des modèles en colonne, des modèles simples, des modèles de lignes, des modèles en tableau. Et donc, toutes ces façons de présenter ces différentes données, finalement, généralement, on se rend compte que l'utilisateur, il a sa préférence. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place, eh bien, c'est cette notion de projet. C'est-à-dire que l'utilisateur va créer un projet. Dans ce projet, c'est un projet de liste d'ascendance. Un projet que je destine à ensuite transmettre à mes proches, ou un autre projet pour une liste pour l'association, que l'association peut peut-être reprendre pour publier les parties. Et donc finalement, on construit comme ça des projets que l'on va nommer, donc projet pour l'association, projet pour mes enfants, et ainsi de suite. Et ces différents projets vont conserver à la fois le paramétrage que j'ai choisi, va également mémoriser la personne d'origine de ce document, va me permettre également de mémoriser le document final. Dans la partie ici de mon onglet document, j'ai également directement accessible mon projet pour le retrouver en un clic. Donc la précédente liste que j'ai réalisée il y a quelques semaines, que j'ai transmis à un proche ou à l'association, bien ce document il est mémorisé dans mon projet et j'en ai immédiatement un aperçu ici, un rendu intégral où je peux directement, par l'onglet document, accéder à toutes les pages de mon document que j'ai fait il y a quelques temps. Ce qui est intéressant du coup, c'est de revoir effectivement ce document que j'ai transmis. Il est conservé par Généatique maintenant. Je garde la page de garde, j'ai gardé effectivement la page l'entête avec le descriptif de mon document que j'ai ici à l'écran. Et je peux du coup, si je le souhaite, revenir sur mon onglet projet pour générer à nouveau le document. Donc j'ai un bouton dans le bas de l'écran pour générer à nouveau, donc pour fabriquer finalement la nouvelle version de mon document, de mon projet. Vous voyez, sans vous occuper de quelle personne, quel modèle, etc. Il suffit juste de choisir le projet et de demander générer le document. Et directement avec ce bouton dans le bas de l'écran, je fabrique une nouvelle version si j'en ai envie. Ça simplifie beaucoup la façon d'organiser ces documents, surtout la mise à jour de ces documents régulièrement. Vous voyez, par ce biais de projet, finalement, vous n'avez plus besoin de vous souvenir ou de marquer sur le petit post-it accroché dans le coin du bureau ah oui, pour faire accès ascendante, je veux prendre tel modèle, telle mise en forme. Pour la partie livret, je veux choisir telle mise en forme pour telle personne, etc. Si quelqu'un vous montre un modèle génial, finalement, vous allez créer le projet avec ce modèle génial et il va mémoriser le modèle en question. Et la fois suivante, vous reviendrez sur votre interface projet qu'on aperçoit ici à l'écran et naturellement, vous retrouvez le dernier paramétrage qui vous convenait bien pour le visage que vous aviez vu avec la personne pour le reproduire facilement. Donc voilà, c'est cette grosse innovation également qui apparaît dans Généatique 2023, cette vision de projet. Ces projets sont aussi intéressants pour la partie monographie. Généatique 2023 aussi intègre également une fonctionnalité très importante pour fabriquer des monographies.
Qu'est-ce que c'est qu'une monographie? Vous connaissez le terme. Pour pouvoir décrire une généalogie, eh bien, Généattique va produire un ensemble de documents en texte constitués de plusieurs parties. Et vous avez ici un paramétrage avancé très intéressant pour choisir les documents qui vont constituer le livre de famille que vous allez créer. Il pourra être constitué de documents personnalisés, ça peut être la page de garde, la page de titre, puis il sera constitué de livrets, d'un ensemble de fiches qui seront comme ça précisées par exemple avec les noms, prénoms, les photos. Et là encore, ces livrets familiaux, on peut s'appuyer sur n'importe quel type de modèle de fiches qui sont incorporés, disponibles dans le logiciel. Puis on enchaînera avec un ou plusieurs arbres généalogiques. Donc là, on choisit aussi les modèles d'arbres qui vont automatiquement être incorporés et dans la monographie du document. Puis on va enchaîner sur les fiches familiales, puis enchaîner sur les listes sélectives, puis des listes différentes d'ascendance, de descendance, etc. Et tout ça va se mettre en forme avec une mise en page en mode texte. Donc là, mon document, je l'ai réalisé, je peux le visualiser. Ici, j'ai choisi de faire apparaître les anniversaires, les noms, les dates par mois. Enfin, c'est le principe, c'est le document que j'ai choisi, peu importe. Après, tous ces documents vont se mettre bout à bout dans mon document final. Donc là encore, j'ai un rendu de la précédente version que je peux facilement refabriquer avec la nouvelle version. Tout ça pour vous montrer ici là encore que l'objectif, c'est d'avoir des modèles tout près de monographie que vous conservez, parce que vous avez besoin tous les ans peut-être de faire une mise à jour de ce livre, et tous ces petits paramétrages qui sont pas petits finalement, qui sont un ensemble de choix que vous avez pu faire, tout ça est conservé correctement pour qu'ensuite on puisse effectivement relancer très simplement cette nouvelle version, cette mise à jour qui peut-être se traduira par un PDF que vous transmettrez, ou peut-être ça ira jusqu'à la publication papier. Je crois aussi que c'est important de garder quelques traces papier pour que ce soit largement partagé. Le papier finalement peut être encore une façon de faire qui peut être pertinente. Alors, pas forcément l'annuaire de 300 pages qui serait très très détaillé sur tout ce que vous aviez accumulé comme recherche généalogique. Là encore, c'est la vision de comment on fait pour partager son arbre généalogique. Est-ce que c'est forcément numérique ou est-ce que le papier a encore un peu sa place? Voilà, suivant un petit peu le mode de consultation, un petit recueil de synthèse, peut-être graphique, avec les contemporains, avec quelques générations, peut-être la lignée patronymique, ou ce type de petits résumés peuvent peut-être être intéressants, des personnages célèbres peut-être que vous avez découverts dans votre généalogie, que vous allez pouvoir effectivement sélectionner, et peut-être avoir ce recueil papier pour le partager avec les plus jeunes, pour qu'eux aussi s'intéressent un peu à la famille, à la généalogie que vous avez pu constituer. Et peut-être après, cela fait référence à un espace plus détaillé, peut-être plus vaste, plus complet, et peut-être que là, on n'a pas nécessité à vouloir imprimer tout ce que l'on possède, et peut-être là, on peut avoir un archivage numérique, peut-être sous forme PDF, sous forme web, sous forme de serveur, sous forme de généalogie partagée, sur les différents sites en ligne, etc. Donc là, après, il y a pléthore de possibilités pour partager numériquement ces données de généalogie, et je crois que ça reste complémentaire avec une version papier qui doit être, il me semble, disponible tout simplement et sans forcément connexion Internet. Voilà, aujourd'hui, on sait que la connexion Internet, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Cela dit, on peut vouloir tranquillement compulser ses archives personnelles sur son écran individuel sans forcément être connecté à l'Internet. Parfois, dans certaines régions, certaines situations font qu'on n'est pas toujours connecté, et on peut vouloir ne pas être connecté, on peut vouloir un peu se déconnecter. Enfin, ça reste possible avec nos outils de généalogie, où on n'est pas forcément en ligne, on peut avoir ces données à la maison, elles sont stockées sur l'ordinateur à la maison. D'ailleurs, en termes de sécurité, parfois, c'est pas mal de couper les tuyaux qui sortent, qui rentrent. Voilà, on sait que ces données, elles sont bien sécurisées sur l'ordinateur personnel, et donc, il ne faut pas être sur nos pirates, entre guillemets, comme si elles étaient directement sur Internet, sur des bases de données de serveurs tiers. En tout cas, ça c'est aussi une approche de pouvoir faire sa généalogie sans être tributaire de connexion Internet. C'est aussi l'intérêt de ces logiciels comme Généattique. Pour peut-être terminer, une troisième innovation sur Généattique 2023, si j'ai encore un peu de temps pour vous en parler, c'est sur le plan des aspects des cases de l'arbre généalogique. On a développé des nouvelles fonctionnalités pour permettre des paramétrages de cases
avec des conditions, et ces conditions pourront s'appuyer sur des petits éléments visuels supplémentaires. Rajouter un carré de couleur qui changera de couleur en fonction d'un critère. Ajouter un quart de ronde dans le coin de la case que vous allez placer par exemple à gauche pour dire, bah, tiens, quand le quart de ronde est placé à gauche, cela veut dire que c'est une personne de Messosa. Quand je le colorie en rouge, c'est peut-être pour dire que c'est dans la branche agnatique, etc. On peut comme ça maintenant rajouter des conditions supplémentaires de mise en valeur directement au niveau des cases. On savait déjà faire de la mise en valeur au niveau des cases conditionnelles de génétique. On apporte un niveau encore de performance sur le mieux qualifier et faire des cases qui peuvent être un peu plus riches encore d'informations, juste avec des couleurs, avec des symboles qui peuvent apparaître dans la case. Donc ça, ce sont des modèles qu'on va livrer également avec le logiciel tout près. On a des bêta-testeurs qui sont des fans de ces cases conditionnelles, et donc les bêta-testeurs de génétique ont préparé là, des cases vraiment enrichies, et donc beaucoup d'informations sont disponibles rien qu'en regardant la case, et c'est vraiment très riche, très intéressant, très enrichissant, et clairement bien pratique quand on travaille au quotidien sur son arbre généalogique, d'avoir ces indicateurs qui directement apparaissent dans les cases, un petit peu comme on le fait ici, vous voyez, peut-être vous voyez à l'écran un peu moins. Ici, vous avez des cases de couleurs, vous voyez, qui sont vertes ou qui sont oranges. Et bien, en fonction en fait, des données qui sont présentes dans la case, eh bien, si la case est verte, vous voyez les 4 ou 3 cases, c'est les 3 éléments principaux. Naissance, mariage, décès. Quand la case est verte, cela veut dire que j'ai à la fois la date et le lieu de renseigner. Quand c'est orange, c'est pour me dire, ah, attention, il manque une information, soit la date, soit le lieu est manquant. Et si c'est rouge, la case carré rouge, ça veut dire, attention, vous avez bien le milieu, il y a du mot, il y a de la recherche à faire pour compléter au mieux la case de votre règle. Ça, c'est des indicateurs qui sont vraiment intéressants là aussi sur la généalogie. Voilà un petit peu, j'avais une demi-heure, je crois, pour essayer de parler un peu de tout ça, mais maintenant je suis bien sûr ouvert à vos questions, peut-être vous allez interroger sur différents sujets, donc avec plaisir, on va participer à vos questions, à vos réponses, avec des réponses à vos questions. On va voir, hein, s'il y a des questions. Oui, il y en a une. Une première, je pense. Très bien. Bonjour Monsieur de Rebourg. Donc j'ai vu que vous avez une fonction, je pense que c'est la nouvelle, mais en tout cas, de mise en texte de généalogie en vue d'une publication de manière ou d'une autre. Alors je voudrais savoir, est-ce que, si on prend, parce que vous parliez de peu de pages, mais en fait, est-ce qu'on peut aller comme jusqu'à 300 pages? J'imagine par exemple faire une monographie familiale sur la famille Duchemont, de pouvoir, est-ce que votre fonction permet également donc de faire ligne aînée, ligne puinée, ligne etc. Donc aller jusqu'à toute la famille. Donc, quel que soit le nombre de pages, et en plus avec la mise en phrase. Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que vous interrogiez sur les capacités, c'est ça, totales des documents à réaliser. Oui, quelles sont les limitations? Oui, ça, en fait, est-ce qu'on est capable quand même de pouvoir produire une véritable monographie comprenant tous les personnages d'une même famille, quelle que soit sa grosseur, et de diviser, par exemple, en branche aînée, branche puinée, branche... mais spontanément, que ce soit votre programme de vie. Très bien. Alors, c'est bien ça. Effectivement, c'est ce que j'avais commencé à expliquer un petit peu. Je reprends un peu les choses. Absolument, vous avez raison. On va choisir dans la monographie, finalement, des documents qui sont issus des modèles de documents de génétique. Et donc, ces modèles que je vous ai précisés, en fait, vous avez bien, il y a bien la possibilité de créer, de choisir des modèles de type fiches et descriptifs de fiches. Et donc, dans ces descriptifs de fiches, on va pouvoir effectivement avoir un détail très complet des fiches de personnes. Donc, ça peut être des fiches, vous voyez, qui sont structurées comme ça avec un cadre pour chaque personne, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus rédigé, beaucoup plus adapté pour une partie livrée. Et donc, en fait, suivant le style de rédaction que vous allez choisir, la mise en page va être adaptée. Si on prend un style ici rédigé, vous voyez, on peut avoir quelque chose avec des phrases construites qui sont tout à fait intéressantes. Il n'y a pas de limitation en termes de poids. Donc, effectivement, vous allez pouvoir produire jusqu'à 200, 300 pages. En fait, ça va un petit peu dépendre de la mémoire de votre ordinateur, parce que le document va être fabriqué dans l'ordinateur. Et donc, voilà, plus vous ajoutez des centaines de pages, et plus à chaque fois, peut-être le document va grossir
il faut un peu d'espace de stockage, mais voilà, le document va prendre le temps qu'il faut pour être produit. Il va être enregistré au format texte. Toutes les pages, tous les documents vont être assemblés en format texte. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que ces documents vont après être mis en page de la même manière, avec le même format de papier. Tout ce document que vous allez créer, s'il fait 300 pages, il y aura pour ces 300 pages le même titre, vous allez pouvoir modifier. Le bas de page, vous allez pouvoir le choisir en mettant un numéro de page, en mettant un titre personnel, en mettant vos références. Et ça reste un document qui sera produit en mode texte. Ça qui est important, puisque souvent un document produit, il ne faut pas rêver, il n'est pas beau, entre guillemets, du premier coup. Et donc c'est intéressant de retravailler ensuite également ce que fait le logiciel. Donc en fait, Géniatique prépare un document qui se tient, et ensuite vous allez pouvoir le retravailler, insérer un visuel, insérer une carte postale pour illustrer un point, ajouter une anecdote dans un point. Et comme ça, l'idée, c'est de pouvoir travailler le document. Vous voyez, c'est pas figé. C'était figé dans le passé. On produisait des PDF directement, et les PDF qui étaient produits, du coup, étaient un peu bloqués. Là, aujourd'hui, c'est plus la situation. Aujourd'hui, dans Géniatique, on produit bien des blocs texte qui sont tous mis dans un seul document texte. Même les arbres généalogiques sont intégrés page par page en images, puisque l'arbre généalogique, pour le coup, c'est très visuel, très graphique, mais ça reste des images intégrées dans une page. Et donc ensuite, quand la page d'après, vous avez du texte pour détailler la vie de la personne, pour lister un critère que vous avez choisi. Tous ces documents restent en texte, donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment le plus longtemps possible, on reste avec la version texte avant de produire ensuite le document final en PDF pour aller vers l'imprimeur ou le partage. Merci. J'ai une deuxième question, ça va venir. Bonjour, c'est une question de détail. Vous avez parlé de sauvegarde, et lorsque je ferme Géniatique, il ne me propose plus de sauvegarder ma généalogie. Comment faire pour réactiver cette fonction? D'accord. Très bien. Alors, je ne sais pas vous le dire là sur quelle version vous avez, donc suivant la version, ce n'est pas les mêmes options. J'essaie peut-être de vous répondre plutôt, si vous permettez, avec la version 2023, peut-être que vous aurez. En tout cas, cette problématique de sauvegarde, effectivement, au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que vous quittez votre logiciel, alors là vous ne l'avez plus, mais si vous le remettez en place, à chaque fois que vous quittez votre logiciel, il vous posait la question, voulez-vous faire de sauvegarde? Ça pouvait être un peu inutile de le faire à chaque fois. Là aujourd'hui, comme je vais commencer à vous le montrer, en fait, quand je fais mon choix de sauvegarde, on va en fait dans le paramétrage, je permets de vous remontrer peut-être cette option et de vous la préciser ici. Vous voyez, dans cet écran maintenant que nous avons pour 2023, dans le choix de la sauvegarde, en fait, c'est tout petit, hein, peut-être que vous voyez pas bien, mais c'est dans la partie basse de l'écran de paramétrage. C'est ici qu'on va pouvoir dire au logiciel, eh bien, l'alerte que je souhaite que le logiciel fasse, c'est une alerte qui sera soit chaque jour, enfin l'alerte par jour, soit une alerte par semaine, soit une alerte par mois. Voilà, c'est vrai que quand on fait sa généalogie, on n'est pas forcément non plus à travailler tous les jours sur sa généalogie, et donc on n'a pas forcément la nécessité, à chaque fois qu'on fait une petite modification à sa généalogie, on n'est pas non plus obligé à chaque fois de vouloir rebrancher le disque dur externe, rebrancher le cloud, rebrancher avec l'USB, pour à chaque fois faire la sauvegarde sur les 3 supports externes. On peut peut-être se dire que finalement, il y a des périodes où une fois par semaine, ça peut suffire, voire une fois par mois, si là, en ce moment, je fais un peu de généalogie. Donc, c'est ça l'idée, c'est de maintenant ajuster ce paramètre pour que vous évitez qu'à chaque fois, ils vous disent, vous voulez faire une sauvegarde. Le travail de généalogie que vous constituez, il est dans une base de données. Donc, dans Géniatique, sur votre ordinateur local, ça veut dire que vous devez modifier une donnée, immédiatement, Géniatique l'enregistre sur votre disque dur. Donc, s'il y a une coupure de courant, vous ne perdez rien, c'est bien stocké sur votre ordinateur. Là, on parle bien de sauvegarde, d'archivage plutôt extérieur à votre ordinateur, et c'est cet archivage dont on peut choisir effectivement l'alerte. Donc là, avec cet écran ici, c'est l'onglet choix des emplacements et options, c'est là qu'on choisit maintenant le niveau de fréquence où j'aurai une alerte. Donc là, si vous mettez maintenant ici une fois par jour ou une fois par semaine, eh bien si c'est une fois par jour, à chaque fois que vous quitterez votre logiciel, une fois par jour, vous aurez l'alerte qui vous propose
de faciliter la sauvegarde en un clic, hop, la sauvegarde se fait, sans avoir à chaque fois à reparamétrer, etc., comme je disais. Si vous avez choisi une fois par semaine, bah, voilà, toute la semaine, vous lancerez votre logiciel, il n'y aura pas de, quand vous le quitterez, il n'y aura pas d'alerte, mais seulement une fois par semaine, vous avez compris. L'écran sera proposé et vous aurez cette alerte qui apparaîtra pour que ça vous incite une fois par semaine à faire la sauvegarde. Si vous avez dit, bah non, pas aujourd'hui, je le ferai demain, bah demain vous aurez encore l'alerte parce que vous ne l'avez pas fait la veille. Donc à chaque temps que vous ne l'aurez pas fait, bah, cette fois-ci, il ne vous lâchera pas et il incitera, il vous poussera à faire la sauvegarde. C'est ça l'objectif, c'est que vous n'oubliez pas de faire la sauvegarde, même si vous n'avez pas envie. Et bien demain, il vous la proposera et vous serez incité à le faire. Alors que là aujourd'hui, vous avez caché l'option, bah, finalement vous n'avez plus la remettre, voilà, vous n'avez plus la carte, vous ne mettez plus bien les sauvegardes, vous ne faites plus forcément régulièrement. C'est peut-être ça que du coup, on a voulu corriger là aussi, avec cette option qu'on propose maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous êtes tombé dans le noir, je ne peux plus, c'est ça ou... Oui, bonjour. Je voudrais poser une question concernant les très gros fichiers. Donc quand je dis très gros fichiers, c'est 10 à 20 000 personnes dans le fichier. D'accord. Donc pour Géniatique, lorsqu'on achète un nouvel ordinateur ou lorsqu'on va améliorer les performances de son ordinateur, sur quel point il faut agir pour créer les listes, pour créer les livres de famille, est-ce qu'il faut augmenter la mémoire RAM, est-ce qu'il faut travailler sur la mémoire cache? Parce que j'ai remarqué ces derniers temps que bon, l'ordinateur il est un peu poussif et il réagissait plus de la même façon, mettons qu'au début, plus la taille des fichiers augmente. Je comprends. Alors, vous avez une bonne question, effectivement. Alors, les performances qui sont beaucoup sollicitées sur les ordinateurs, à quel niveau sont-ils? Alors, il y a évidemment un élément essentiel qui est le disque dur. Donc, le disque dur, c'est évidemment l'espace de stockage. Aujourd'hui, on parle des technologies SSD pour le stockage, qui sont des disques durs qui ne sont pas des disques durs au sens physique avec un plateau qui tourne. On est maintenant sur des disques durs SSD qui sont en fait finalement des plaques mémoire. Et le stockage d'une mémoire particulière, ce qui fait que cette mémoire elle est beaucoup plus performante pour le stockage. C'est du stockage malgré tout permanent, mais c'est très rapide. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel à privilégier quand vous allez choisir votre ordinateur. Le disque dur, privilégier la technologie SSD. Ensuite, vous avez effectivement la mémoire de l'ordinateur, la mémoire RAM, hein, vous connaissez. Alors ça, c'est aujourd'hui, bien sûr, Géniatique consomme de la mémoire, mais il y a aussi Windows qui consomme de la mémoire. Enfin, dans tous les systèmes, peut-être les systèmes, si on prend des systèmes comme Chrome, pour les tablettes ou pour les smartphones, ils sont un peu moins gourmands, même pour les Chromebooks aujourd'hui, ils ont des systèmes un peu plus légers, donc ils sont moins consommateurs de ressources mémoire. En tout cas, les systèmes modernes comme Windows nécessitent pas mal de mémoire, et donc il ne faut pas non plus lésiner là sur l'espace mémoire, sachant que Géniatique stocke une partie de données en mémoire pour améliorer les performances d'accès aux données. Donc si votre mémoire est restreinte, Géniatique en profite un peu moins. Donc vous voyez, entre Windows qui réclame de la mémoire, Géniatique aussi, si vous avez une application à côté, lorsque vous faites je sais pas, des fonctions avancées de livres que vous réalisez, de grandes quantités de livres, je vous disais, si vous avez un livre à réaliser de 100, 300, 400 pages, forcément là aussi les documents manipulés vont être lourds, donc la mémoire sera consommable, enfin, va être consommée, et c'est toujours intéressant d'avoir de l'espace. Donc la mémoire, c'est pas négligeable, il ne faut pas tirer trop vers le bas, évidemment, tout monter un peu. Ça, c'est un deuxième élément important. Et je dirais qu'ensuite, quand vous réalisez des arbres généalogiques, si vous manipulez des photos, si vous manipulez des dessins de cases, si vous manipulez des images de fond pour faire des beaux paysages avec des données qui vont s'inscrire par-dessus, là, on va dire aussi que la capacité graphique de calcul sollicite quand même beaucoup l'ordinateur pour calculer les positions, pour redessiner des écrans. Et donc, si on voit se dessiner les cases une par une comme ça et que ça défile sur son écran, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à ce que ce soit tout de suite instantané. Ce que je voulais demander, c'était des fonctions plus avancées du genre les mémoires cache et tout ça, c'est des choses auxquelles
qu'on n'accède pas souvent ou qu'on modifie pas souvent. Est-ce que ça, les fonctions avancées de Windows, est-ce qu'il faut rentrer dans ces fonctions-là? On sait bien que pour faire tourner Géniatique correctement, il faut le SSD, le maximum de mémoire RAM. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions sur lesquelles il faut agir pour que ça aille plus vite? Non, je dirais que Géniatique est un logiciel standard de bureautique, hein, on pourrait considérer ça comme ça, et donc il n'y a pas d'optimisation spécifique à envisager. Un ordinateur qui est normalement configuré, un ordinateur récent configuré normalement, est adapté pour l'usage qu'on a à faire de Géniatique. Il n'y a pas de seul spécifique. Moi, je sais plutôt des points sur lesquels j'attire votre attention. Peut-être certains d'entre vous utilisent aussi 2 ou 3 écrans connectés au même ordinateur. Ça aussi, c'est très très agréable. Je ne sais pas si c'est un point sur lequel vous êtes aujourd'hui habitué, mais c'est très confortable de pouvoir avoir sur un écran l'arbre généalogique avec l'écran de saisie, et puis un deuxième écran à côté, sur le même ordinateur, où vous avez les archives en ligne peut-être, où vous avez les documents que vous avez scannés, que vous avez grossis, et que vous pouvez déchiffrer au fur et à mesure en même temps que vous saisissez, vous voyez, sur votre arbre généalogique. Ça aussi, c'est des choses qui me paraissent importantes au niveau de l'usage. C'est d'avoir effectivement en parallèle 2 écrans sur le même ordinateur, ça c'est vraiment très confortable. Je veux aussi un peu rebondir sur la question posée juste précédemment, c'est qu'en fait, au niveau associatif, nous on est en recherche d'un logiciel personnel, donc non en ligne, qui puisse quand même contenir 2 millions de personnes et après 500 000 mariages. On a essayé plusieurs logiciels américains, aucun ne fonctionne, PAF explose, Géniatique explose, Iris explose, le seul qui marche c'est Yahoo Perso. Donc apparemment, il y a quand même une possibilité pour un logiciel personnel comme Géniatique de pouvoir augmenter la capacité. Est-ce possible vraiment? Alors, vous dites que vous avez testé 2 millions de personnes, ça j'ai répondu. Oui, la base associative, on a 2 millions de personnes. Bien sûr, il n'y a pas d'image, etc. C'est à partir de nos tables de mariage. On a créé un logiciel qui a permis de réunir toutes les tables de mariage et faire un grand arbre universel de Lyon, c'est le département de Lyon. Et puis, donc, on a 2 millions de personnages, 500 000 à peu près mariages, et on voulait les rentrer dans un logiciel personnel, non pas en ligne, pour pouvoir faire les traitements pour profiter en fait des fonctions d'un logiciel. Et malheureusement, tous les logiciels sauf un arrivent toute cette situation. Mais Yahoo Perso n'a pas toutes les fonctions qui nous permettent nous après d'exploiter. Donc on a préféré avoir un logiciel comme le vôtre ou comme Eredis ou un autre français qui puisse quand même exploiter des données, non pas sur le plan personnel, mais sur le plan associatif. Avec plaisir, nous on est toujours assez innovant pour essayer de trouver des solutions. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément sous la main des données aussi diverses. Je sais qu'on a des clients qui ont des fichiers très très importants. Je crois avoir déjà entendu que des gens avaient 1 million de personnes dans leur base de données qui étaient fonctionnelles. Donc ce serait intéressant effectivement de l'approfondir. À quel moment vous avez eu un problème? Est-ce que c'est parce que j'imagine que c'est passé par un jet de com, peut-être du coup ce serait intéressant de regarder à quel endroit vous avez eu un problème, parce que à notre niveau, effectivement, nous, la base de données est sur le disque dur. Donc, à la limite, si vous avez un gros disque dur, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas à quel endroit ça peut poser de problème. Avec plaisir, hein, mettez-vous en relation avec nos services. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait comment faire. Si vous avez fait un test, ce serait intéressant que vous puissiez nous dire un peu ce que vous avez testé, parce que c'est vrai que ça se trouve pas facilement d'avoir 2 millions de personnes. Non, en fait, c'est la capacité qui n'a. C'était trop gros pour Géniatique, mais trop gros pour tous les autres logiciels. Il n'y a pas que le vôtre. Non, je m'intéresse à Géniatique, je ne m'intéresse pas trop aux autres. et je ne vois pas en quoi c'est trop gros pour Géniatique, donc je ne sais pas à quel endroit vous avez eu un problème. Ça m'intéresserait. Je ne sais pas si c'est vous qui alliez réaliser ce test. Ça m'intéresse d'avoir, si vous savez transmettre. Je ne sais pas, une copie d'écran de ce que vous avez observé, de ce qui s'est passé, avec quelle version vous avez testé la chose. Il y a 3 ans. Et quel était le problème? Ça m'intéresse, parce que je pense qu'on a des solutions. Et avec plaisir, vous apporter des solutions à votre collaborateur. N'hésitez pas à transmettre le nécessaire. Je ne sais pas si vous avez mes coordonnées, mais n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous transmettre facilement. Vous avez mon prénom François. Sans CCDI, vous écrivez à françois@cdip.com ou généatique.com sans accent. Le message m'arrivera, donc n'hésitez pas à me transmettre
Des informations de ce type, je mettrai en relation, on essaiera de trouver des solutions avec plaisir pour. Je pense En 2023, on pourra essayer de proposer une solution pour votre très grosse base de données. Je vais essayer de vous envoyer notre fichier JetCom. C'est un fichier JetCom. C'est un JetCom, super. Bah, déjà, est-ce que le JetCom passait du coup, ou est-ce que c'est déjà au niveau du JetCom que vous aviez un problème? Ça, c'est un JetCom fait par PAF, par le Personnalisation Trial. Donc c'est le JetCom de Parasat, donc il n'y a pas de problème normalement. Ok. Encore une On se met en relation, et puis on essaie de voir comment on peut travailler ensemble, avec plaisir. Bonjour, une question sur la licence. J'ai une licence premium. Est-ce que je peux l'installer sur 2 ordinateurs différents pour les faire fonctionner ensemble? C'est-à-dire que l'un me permettrait de consulter ma généalogie et l'autre de travailler dessus. D'accord. Alors, on est sur aujourd'hui, Généatique, c'est Prestige, vous voulez dire, je pense. Généatique Prestige. Donc, pour Généatique Prestige, on a effectivement une licence personnelle, on a des licences pour multiples, licences de couple. Alors, la licence personnelle, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'être installée sur plusieurs ordinateurs personnels. Et aujourd'hui, Généatique Prestige en licence personnelle peut s'utiliser de manière unique sur une machine ou sur une autre. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez effectivement une généalogie installée, vous pouvez sur un seul ordinateur lancer votre logiciel et utiliser la généalogie. Si vous voulez utiliser un autre ordinateur en même temps, je ne suis pas bien sûr de comprendre pourquoi vous utilisez 2 ordinateurs en même temps, mais bon, la question c'est si vous avez 2 ordinateurs en même temps, effectivement, il ne faut pas utiliser les 2 en même temps votre logiciel généatique, puisque la licence est limitée à un seul poste, la licence de base. L'objectif, c'était de pouvoir regarder la généalogie sur un ordinateur et bouger les fenêtres, me transférer sur un autre secteur de l'arbre pour le modifier sur l'autre ordinateur. C'est la même généalogie. Oui, la même généalogie. Parce que je ne peux pas éditer 2 fois, lancer 2 fois ma généalogie sur le même ordinateur. Mais c'est parce que ce n'est pas toujours commode de basculer d'une partie de l'arbre pour y revenir après et revenir à l'autre ensuite. Donc ça fait beaucoup de manœuvres. Donc visualiser la généalogie sur un ordinateur permettrait de travailler ailleurs sur l'autre. Alors, est-ce que vous avez 2 écrans sur votre premier ordinateur? Je pensais à 2 ordinateurs. J'ai de toute façon 2 écrans, oui. Très bien. Comme je vous le disais, hein, si vous avez 2 écrans sur le même ordinateur, du coup, vous avez besoin d'une seule souris et d'un seul clavier, plutôt que d'avoir 2 claviers, 2 souris, 2 écrans. Ça paraît compliqué, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et en tout cas, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut recommander dans l'usage, c'est effectivement d'avoir 2 écrans, 3 écrans. J'ai 3 écans, elles sont devant moi, c'est très confortable. J'ai qu'un seul clavier et qu'une seule souris, et la souris, elle se promène. Voilà, vous avez 3 écrans et j'ai un seul clavier pour piloter mes 3 écrans. Évidemment, c'est un seul ordinateur. Et donc, je n'ai pas de problème de licence. Là, j'ai 3 écrans, je peux bien lancer éventuellement Généatique sur 2 généalogies différentes. Alors, juste une précision, je crois que là, dans votre question, vous disiez c'est la même généalogie que vous voulez consulter, mais à 2 endroits différents. Oui. C'est ça. Donc, dans Généatique, vous avez une fonction qui vous permet d'avoir un deuxième arbre généalogique centré sur un autre écran. Ah, en fait, très bien. C'est ça que je cherchais. Voilà. On peut en fait comme ça du coup avoir 2 arbres généalogiques qui sont voilà, sur 2 endroits différents. Donc on a un premier écran qui est câblé sur peut-être une branche que vous allez explorer, et puis vous avez un deuxième écran de saisie qui sera le couple arbre généalogique avec dans la partie basse l'écran de saisie. Et comme ça du coup vous pouvez avoir sur un écran seulement l'arbre généalogique calé sur une branche que vous étudiez, et puis un écran principal avec votre écran de saisie et votre arbre généalogique au-dessus, la branche que vous modifiez. Et comme ça, vous consultez la même généalogie, vous voyez, dans le même logiciel, sur le même ordinateur, sur 2 écrans. Et là, la licence standard vient très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous modifiez, si jamais vous analysez une branche et vous supprimez, vous dupliquez, vous recopiez, vous fusionnez, ça se met à jour en temps réel. Vous voyez, votre écran qui vous sert d'affichage, il se met à jour en temps réel par rapport à ce que vous réalisez sur le deuxième écran. Comme c'est la même généalogie et le même ordinateur, c'est très convivial. Je
j'avais l'impression de vouloir vous mettre sur vos deux ordinateurs, vous voyez, séparés. Vous avez d'un côté une généalogie qui est statique, de l'autre une qui évolue, mais celle qui est statique, Oui. elle n'est Oui. pas statique longtemps. Enfin, quand vous Oui. modifiez, vous fusionnez, vous êtes amené à supprimer une fiche, au fur et à mesure que vous faites des longues. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est confortable que ce soit sur la même généalogie, Et comment, sur le même ordinateur, vous voyez. et comment est-ce qu'on Entre deux écrans, c'est confortable. Et comment est-ce qu'on active cette deuxième vue sur l'arbre, ce deuxième écran? D'accord. Alors, ah oui, l'écran, je ne connais pas. Voilà, je reviens sur l'écran de partage. Du coup, quand vous avez ici l'arbre généalogique dans génétique, c'est dans le menu affichage. Vous voyez simplement là-haut. Dans affichage, vous avez affiché, caché une deuxième fenêtre d'arbre généalogique. Et bien, c'est tout simplement ça. Le dernier choix du menu affichage. Je vous remercie, ça y est, j'ai trouvé. Je comprends. Merci. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous organisez sur deux écrans, trois écrans. C'est super. Très agréable. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors le problème c'est qu'il n'y a plus de lumière dans la salle et il faut tâcher de ne pas tomber. Oui, restez prudent. Ouais. Oui, bonjour François. Une question m'a été posée. On me demande si Généatique fonctionne sur Macintosh. Alors, bien sûr, on a maintenant de nombreuses personnes qui utilisent Généatique sur Macintosh. En fait, sur les Mac aujourd'hui, vous avez, en fait, depuis maintenant pas mal d'années, finalement, le processeur, hein, vous savez, le moteur de l'ordinateur, c'est des processeurs qui sont très comparables entre les Mac, les PC, les Chromebooks, etc. Aujourd'hui, le marché a beaucoup été uniformisé, en tout cas aujourd'hui. Et donc, finalement, les systèmes sont pas si éloignés que cela. Ce n'était pas le cas à l'origine des temps, mais ça l'est aujourd'hui. Et donc finalement, aujourd'hui, on a des solutions logicielles qui permettent de faire fonctionner ces logiciels généatiques très très simplement, très correctement. Donc, j'ai des bêta-testeurs de génétique, on a des fans de Mac avec des grands écrans et avec des très beaux matériels. Alors, ce ne sont pas des matériels qui ne sont pas chers hein, pour le coup, mais des très belles machines, et donc qui fonctionnent très très bien, très performantes, et qui permettent de faire fonctionner très correctement généatique. Pour citer des solutions, vous avez des solutions comme Parallel Desktop, qui permet de faire fonctionner ces systèmes. Vous en avez d'autres. On a fait une page sur le site de Généatique. Si vous cherchez Généatique pour Mac, vous trouverez un détail qui explique un petit peu comment on procède pour la mise en route, la mise en place. Et ça permet vraiment d'avoir son environnement Mac, hein, comme on est habituellement. On démarre le produit Mac comme on fait d'habitude, et puis il y a l'icône Généatique sur le bureau, on clique sur l'icône, Généatique démarre. Et c'est quasiment une application native Mac qui s'ouvre et qui s'utilise très simplement. Donc vraiment aujourd'hui, c'est vraiment plus un problème. Vous voyez, cette idée d'avoir une application Mac pour les Mac et Windows pour Windows, c'est quelque chose qui est très bien partagé aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a des petites différences d'interface. Une application Mac, des petits usages qui sont un peu différents. Bon, aujourd'hui, voilà, on a des personnes qui sont très à l'aise avec les Généatique et qui ne jurent que par les Mac, et qui sont très satisfaits avec effectivement leur Mac et l'application Généatique qui fonctionne parfaitement. Merci François. J'ai une autre question qui m'a été posée par un président d'association, à savoir s'il y avait des tarifs préférentiels. Excusez-moi, j'entends pas, c'est trop faible. Oui, un des présidents d'association de notre union régionale m'a posé une question, à savoir si Généatique consomme des tarifs particuliers pour les associations. Absolument. Vous avez effectivement, on a aujourd'hui développé un programme pour accompagner chaque association en France. C'était un peu ce que j'avais indiqué en introduction. On est vraiment moteur pour accompagner chaque association sur le territoire. Et vraiment, on pousse pour que vous puissiez continuer à vous développer, à maintenir vos activités sur le plan local. Donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un programme d'ambassadeurs
généatique depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Enfin, on a maintenant quelques centaines de personnes qui sont référencées dans ce programme ambassadeur. Donc en fait, des personnes qui utilisent aujourd'hui Généatique, qui connaissent le logiciel et qui partagent dans leur association l'utilisation du logiciel, eh bien, on vous référence en tant qu'ambassadeur dans notre système. Et ensuite, en tant qu'ambassadeur, on va pouvoir finalement davantage rester en relation, c'est-à-dire qu'on va déjà d'une part mettre à disposition une licence couple de votre logiciel Généatique. En tant qu'ambassadeur, on va aussi régulièrement organiser des visios avec les ambassadeurs de Généatique partout en France, partout d'ailleurs. J'en ai fait une cette semaine dernière, non cette semaine, lundi dernier, lundi soir, on a fait une visio avec les ambassadeurs. On avait une personne au Canada, une personne aux États-Unis. Enfin, voilà, aujourd'hui c'est très ouvert. Hein. On avait une quarantaine de personnes connectées cette semaine. On a commencé à présenter les innovations 2023. On a commencé, là je vais commencer ces jours-ci à distribuer les premières licences 2023 pour les ambassadeurs, en avant-première par rapport au public généalogiste qui utilise nos solutions. Donc ça c'est un premier élément, c'est qu'on propose, on vous propose d'avoir identifié 2 ambassadeurs dans votre association qui vont pouvoir un peu jouer le jeu, de partager un peu leurs connaissances sur Généatique, de pouvoir peut-être un salon, peut-être avoir des flyers Généatiques, peut-être pouvoir parler un petit peu autour de vous. Et puis nous, on aime bien aussi pouvoir peut-être relayer ce que vous faites dans chacun de vos territoires en local. Et donc n'hésitez pas, typiquement, c'est ce que vous incite à faire une photo de l'événement, annoncer l'événement quelques semaines avant, vous nous citez en disant que Généatique, on présentera Généatique dans l'association parce qu'il y a un ambassadeur qui participera à l'événement. Et nous, ça, on va pouvoir le relayer ensuite. Donc du coup, on va reposter sur nos réseaux sociaux, sur nos sites, sur nos mailings, sur nos newsletters, cette information. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Vous apportez un peu de visibilité, l'ambassadeur apporte de la visibilité de Généatique dans l'association, et nous, en contrepartie, on apporte de la visibilité à vos événements à travers nos réseaux qui sont aujourd'hui importants. Hein. On a quand même des dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque semaine sur nos sites. Le guide de généalogie est un site très très visible, hein, dans les premières positions sur Google, sur le mot-clé généalogie. Donc tous ces outils, on saura les mettre à votre disposition là aussi pour continuer à stimuler le grand public à fréquenter vos clubs et à fréquenter vos manifestations. Alors, ensuite, en termes de prix, oui, effectivement, l'ambassadeur est aussi la personne avec qui on va régulièrement échanger pour qu'on lui donne un peu les conditions financières de ce qui existe. Et donc, oui, ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'on fait effectivement un prix très réduit pour un utilisateur qui est adhérent, enfin, donc une nouvelle personne qui veut acquérir une licence de Généatique et qui est adhérent à votre association. Donc en fait, l'ambassadeur, on lui met à disposition la façon de faire. Bon, c'est pas non plus extraordinairement compliqué, mais il suffit d'aller sur le site généatique.com, et puis si on descend sur la page, tout en bas, on va trouver, je ne sais pas si je le laisse ici, oui, vous pouvez l'avoir sur l'écran, et bien quand vous descendez tout en bas, il y a un espace qui va être association. Je descends. Ça m'a échappé. Voilà, vous venez de la part de l'association de généalogie, rejoignez la page association. Et là, ici, vous avez ce lien, vous cliquez dans cet endroit, et puis il y a l'offre pour les nouveaux adhérents de votre association. Et donc, par cet écran-là, ici, il y a un formulaire simplement à documenter pour pouvoir effectivement que l'adhérent puisse profiter de son tarif association. Donc, c'est voilà la procédure, mais c'est quelque chose qu'on remontre et qu'on réexplique aussi aux ambassadeurs, parce que c'est ça l'idée, c'est que c'est jamais facile forcément de faire passer de l'information très diverse vers les personnes qui utilisent nos solutions, nos outils. Donc on aime bien pouvoir avoir des interlocuteurs privilégiés avec qui on va pouvoir se poser des questions. Également, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque ambassadeur a un accès privilégié sur notre site internet. On a mis un espace forum privilégié pour que chaque ambassadeur puisse partager de l'information importante. Et donc du coup, ça aussi c'est un point important, c'est qu'on a des ressources à disposition pour chaque adhérent. Même question que tout à l'heure à propos du logiciel libre Ubuntu. Oui. Oui, alors sur Ubuntu, en fait, comme je vous disais, bon, alors on parle très technique, hein, mais avec plaisir, je suis aussi technicien, je suis ingénieur.
Ubuntu, c'est un système Linux. Vous savez que peut-être que le système Mac est aussi sur une base du système Linux. Donc aujourd'hui, que vous soyez sur un Mac, que vous soyez sur Ubuntu, que vous soyez sur Fedora, il y a un tas de distributions Linux qui existent. Il y a des solutions qui existent pour justement faire en sorte qu'une application telle que Généatique puisse parfaitement fonctionner. Donc sur Ubuntu, c'est comme pour le Mac, ça fonctionne parfaitement. Absolument. Ok, merci. Merci. Encore d'autres questions? Oui. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur votre version 2023 par rapport au projet. Quand on fait un projet de généalogie ascendante et qu'on veut la récupérer, est-ce qu'on a le choix du format pour la récupérer? On peut la récupérer sous Word, est-ce qu'on peut la récupérer en CSV ou en TXT? Alors, les documents que vous allez réaliser effectivement avec les projets, quand vous réalisez par exemple une fiche familiale, vous réalisez une liste ascendante, de base, ces documents sont avec des typographies, avec des caractères gras, avec des mises en page, des sauts de page, des paragraphes, des tabulations. Donc tout ça, de base, est structuré au format RTF. Vous connaissez peut-être le format RTF, c'est ce qui veut dire Rich Text Format, c'est un format de partage de documents. C'est assez universel. Je dirais que c'est à peu près aussi universel que le format Word. Et Word, comme tous les outils de traitement de texte, LibreOffice ou le Google Drive, Google Doc ou autres solutions connectées en ligne, savent parfaitement lire un fichier à ce format RTF et vous récupérez intégralement les photos qui sont incluses, la mise en page, les caractères gras, soulignés, mise en page, colonnes, etc. Cependant, vous pouvez aussi, dans Généatique, produire des documents plus à vocation export de données, et là peut-être des données plus brutes, donc avec des colonnes, peut-être une colonne pour le nom, une colonne pour l'âge de décès, une colonne avec le nombre d'enfants, une colonne avec le numéro SOSA, une colonne avec la date de naissance, une colonne avec le jour de naissance, etc. Enfin, on peut comme ça produire certains rapports assez avancés, avec des groupements de colonnes, avec des regroupements par catégorie, avec des sous-titres, des intertitres. Et tous ces documents que vous pouvez produire, avec une tabulation éventuellement aussi entre les champs, peuvent être à ce moment-là exportés directement au format TXT. Enfin, je dis TXT, il se trouve que c'est un TXT avec des tabulations. Finalement, on n'est pas très loin d'un CSV. Enfin, en tout cas, on peut fabriquer un fichier CSV au sens où on peut finalement carrément construire le format de ce document qui va être produit. Aujourd'hui, c'est plutôt un format TXT avec une tabulation, parce que j'ai mis une tabulation dans la séparation des champs. Si je mets comme séparateur un point virgule ou guillemets, point virgule, guillemets, je peux ça fabriquer aussi finalement un CSV directement en natif. Donc je peux directement produire finalement un projet export avec un format très spécifique, et finalement ce projet après régulièrement utilisé, comme vous l'avez compris, pour mémoriser du coup un paramétrage bien précis et personnel, pour faciliter après des échanges avec une base de données, avec un tableur, ou même votre association qui peut être collecter de l'information sur un format particulier. Donc on peut comme ça produire effectivement des modèles. Alors là je pense au projet, mais on a toujours en arrière-plan du modèle la possibilité d'exporter un projet, et ce projet, on peut bien sûr le transmettre à ses adhérents. On peut aussi transmettre la version seulement du modèle qui a pu servir à fabriquer comme ça un fichier d'échange. Donc on a aussi des associations en fait qui, pour leurs adhérents, ont travaillé un modèle de document, et on peut maintenant aussi exporter un modèle de document, mettre sur une clé USB, et ce modèle de document, on peut après l'intégrer dans le logiciel, et donc on peut ainsi permettre à des utilisateurs qui n'ont pas forcément la connaissance ou pas l'envie ou la capacité de construire ce modèle paramétré, eh bien de réutiliser un modèle que vous leur fournissez pour que vous ayez vous bien un format bien spécifique pour un export ou pour une mise en page. D'accord. Et ça, c'est paramétrable directement sur Généatique au moment où on veut construire le modèle d'export. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Export TXT est vraiment directement accessible dans le menu fichier enregistré.
on peut directement enregistrer au format texte. D'accord, super, merci. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a des questions, agitez bien les bras parce que je ne vois pas grand-chose. Je vois bien que les petits points lumineux dans la salle. Bon, je vais demander qu'on rallume la salle, effectivement. Bref, bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je ne vois plus de bras qui se lèvent. Ouais. Non, bon, ben, ma foi, il me reste à vous remercier, Monsieur Le Rebourg, pour ces informations. Vous souhaitez une bonne journée. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer sur vos territoires pour partager nos visions et nos usages de la généalogie d'ordinateur. Au plaisir. Merci, au revoir.